Lucien Bonsoir. Abombo, tout à l'heure vous avez insisté sur l'économie, c'est le cas de vous poser évidemment le moment plutôt de vous poser cette question, si le Congo a vraiment une économie, quel est donc c'est quoi le système économique du Congo? Mais avant de répondre, je souhaiterais plutôt comprendre avec vous. Lorsque le FMI vient en aide à un pays comme le Congo, est-ce qu'il n'y a pas des exigences, par exemple, de bonne gouvernance qui pouvaient acter évidemment l'aide du FMI? Parce vous avez même parlé de la lutte contre la corruption au Congo. Il y a toute une institution qui a été mise en place. Mais les faits sur le terrain sont bien, voilà, contraires de ce qu'on nous dit, des discours qu'on nous tient. Et nous savons qu'au Congo, c'est des milliards qui sont dilapidés presque tous les jours. Personne n'est interpellé. C'est dans ce pays qu'on a dilapidé 14 000 milliards de francs CFA, donc l'équivalent de 26 milliards de dollars américains, l'équivalent, dirais-je, de 7 ans budgétaires du Congo. Personne n'a été interpellé pour cela. Et nous constatons également que dans ce même pays, tous les revenus du pétrole, du bois, des minerais n'arrivent jamais au trésor public. Jamais au trésor public. C'est dans des comptes privés à l'étranger. Et ces comptes sont connus. Dans le même temps, le FMI continue à venir en aide à un tel système. Est-ce que je vais comprendre par là que le FMI fonctionne comme un croque-mort, c'est-à-dire plus le pays va très mal, plus il est très mal géré, je prends ici le cas du Congo, et mieux cela arrangerait le FMI. Alors, Christian, oui, vous mettez là le doigt sur un problème récurrent et permanent du rôle du FMI dans la plupart des pays en voie de développement, surtout les pays africains et les pays de l'Afrique centrale. En effet, il y a une espèce de duplicité entre ces organisations internationales et les gouvernants et les gouvernements en place dans les pays africains. Alors, d'où vient la duplicité? La duplicité vient du fait que le Fonds monétaire international essaie d'apparaître comme une organisation au fait, effectivement, des réformes, de la bonne gestion, de la bonne gouvernance. Ça, c'est ce que j'appellerais l'énoncé des principes. Mais dans les aspects pratiques, il y a ce que j'appellerais des accommodements. Ces accommodements sont liés au fait que la plupart des gouvernants qui sont ou des gouvernements qui sont concernés par ces problèmes-là et que le Fonds monétaire indexe jouent de l'accommodation et de la politique de communication auprès du Fonds monétaire international, ce qui donc laisse au Fonds monétaire international une forme de souplesse. Ça veut dire, en traduisant les choses de façon très brutale, bon, on va venir vous aider, bon, allez, vous avez fait des efforts, on comprend, on va vous accorder des crédits, mais essayez quand même, dans le même temps, de faire des réformes en matière de management, de gestion et de gouvernance. Nous sommes dans une duplicité, dans une communication de duplicité. Mais une aide qui ne peut pas aider n'est plus une aide. C'est ça le problème, en fait. Et Mais ça, oui, ça me rappelle un peu, ça me fait penser à l'aide aux pays en développement. On nous a oui, toujours parlé de cette aide, mais qui, en réalité, n'a jamais aidé les pays qui en oui, bénéficient. pourquoi? Oui, mais pourquoi, Christian? Mais la réponse est simple. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Je suis désolé de le dire comme ça. Nous avons les dirigeants que nous méritons simplement parce que la chose économique est complètement réservée à l'élite. Les partis d'opposition dans la plupart de nos pays ne traitent pas de ces questions-là, qui sont Oui, des mais parce questions que ces partis n'ont fondamentales. pas voix au chapitre. Ces partis ne sont pas écoutés malgré la demande parfois de vouloir s'impliquer dans la gestion de nos pays. Ces régimes ne veulent rien savoir. Ça aussi, c'est un problème. Et là, il faut signaler que dans la plupart des cas, ce sont des régimes imposés par ce même système qui Ben, contrôle le FMI.
Vous avez la réponse aux questions que vous posez, Christian. J'ai même pas besoin de vous donner effectivement des explications. Vous avez les réponses aux questions que vous posez. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gouvernements qui sont en fait sous domination coloniale. Je dis bien coloniale. Même si nous sommes indépendants, aujourd'hui, on continue à être sous domination coloniale. Et cette domination coloniale ne nous donne pas ou ne donne, il ne s'agit pas ici d'excuser, mais d'expliquer, ne donne pas des marges de manœuvre à ces pays. Et ces pays-là, quand ils reçoivent, par exemple, des ressources de la part du Fonds monétaire international, parce qu'à un moment donné, il faut desserrer effectivement la contrainte financière et monétaire, et bien une partie de cet argent, vous le savez mieux que moi, Christian, okay, va en effet dans les paradis fiscaux ou va vers la comment dire, vers l'évasion fiscale, où en effet fait l'objet de corruption. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Lucien Pombou, économiste, professeur en économie, allais-je dire. Nous revenons sur le premier déplacement à l'étranger de Denis Sassou Nguesso après son investiture. Pourquoi le choix de la Russie alors que le pays est plongé depuis des décennies dans une crise économique et financière sans précédent? Bonjour Lucien Pombou. Bonjour Christian Perrin, bonjour. Merci d'être avec nous sur R7. Alors, l'économie congolaise, je l'ai dit tout à l'heure et vous le savez, est sous perfusion depuis près de 3 décennies, disons mieux, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par la force des armes pour entamer son énième, bon, certains parlent du 5e mandat, mais moi je sais que c'est beaucoup plus que cela, et donc pour entamer son énième mandat controversé, sa priorité semble clairement orientée, comme le démontre clairement sa première visite officielle à l'étranger effectuée en Russie, juste après, bien entendu, son investiture, vers la sécurisation de son régime. Un choix de destination qui impose une analyse quant aux motivations et aux implications de cette démarche. Alors, ma toute première question, c'est de savoir ce que peut indiquer donc cette priorité accordée à la Russie pour un pays qui s'écroule, je l'ai dit tout à l'heure, sous le poids d'une crise économique et financière sans précédent. Christian, ce qu'il faut dire en priorité, c'est que ce déplacement du président Sassou à Moscou euh, répond et correspond en fait à une volonté du président Sassou d'établir en fait une diplomatie multipolaire. Alors, cette diplomatie multipolaire vise à mettre en équidistance, en effet, les différents partenaires du Congo, que sont la France, que sont les États-Unis, que sont la Chine et aujourd'hui, effectivement, et la Russie. Quel est l'objectif qui est affiché? L'objectif affiché est d'abord de renforcer les relations, en fait, politiques et sécuritaires entre la Russie et le Congo. Il faut savoir quand même que le Congo, en effet, est l'un des pays qui soutient fermement la Russie contre toutes les résolutions au niveau de l'Assemblée donc générale des Nations Unies qui condamne en fait l'invasion, il faut le dire, de l'Ukraine par la Russie. Chaque fois, au sein des différentes résolutions et aussi différentes effectivement décisions, le Congo-Brazzaville a toujours en fait voté soit contre, soit pour l'abstention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine légitimation mutuelle entre M. Poutine et le président Sassou. Alors, comment expliquer cette légitimation mutuelle entre le président Sassou? D'abord, en y allant, le président Sassou indique clairement
en fait à l'Occident, à savoir que il n'est plus simplement attaché à la France ou à la Chine, mais il a un autre partenaire qu'on appelle la Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant en effet le président Poutine. C'est de dire, vous voyez bien, il y a des sanctions qui me concernent après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais j'ai quand même des partenaires avec qui j'entretiens en effet des relations relativement intéressantes. Si on va au-delà de ce que j'appellerais la convivialité mutuelle, on s'aperçoit que les enjeux, en effet, sont relativement énormes entre le Congo et la Russie. D'abord, à la différence de la Chine, le Congo, pardon, la Russie n'a pas, si vous voulez, n'est pas créditeur financièrement vis-à-vis de du Congo-Brazzaville. En revanche, le Congo a besoin de la Russie pour mettre en place un certain nombre de projets. Alors, les projets liés d'abord à l'énergie, les projets liés à la diversification de l'économie, et puis les projets qui sont importants, les projets dits sécuritaires. Si je reviens sur les projets liés à l'énergie, il faut savoir que, en effet, vous avez une entreprise russe, Lukoil, qui a des participations en fait dans les champs pétroliers au Congo et qui voudrait devenir un partenaire important pour le Congo-Brazzaville. Ce qu'a accepté effectivement le monsieur donc Bruno Itoie quand il était effectivement ministre des hydrocarbures. Ça, c'est le premier point. Toujours en restant sur ce point-là, il faut savoir qu'il y a un projet de base entre le Congo-Brazzaville et la Russie concernant la formation ou la construction plutôt d'un néoléduc entre Pointe-Noire, Pointe-Noire bien sûr, l'OUTT et effectivement la région effectivement de Maluku, Tsupo, du côté de Brazzaville, l'idée étant d'alimenter Brazzaville en carburant et en produits raffinés. Bien. Sur le plan militaire, sur le plan militaire, c'est simple. Il n'y a pas encore Oui, à mais Brazzaville. pardon, Lucien Pombo, avant Oui, qu'on ne continue avec le plan militaire, revenons un peu restant sur l'oléoduc, c'est ça, non? Le projet oui, oléoduc tout Pointe-Noire, à fait. Maluku. Est-ce que réellement le Congo a besoin d'un oléoduc pour le Réponse transport? politique, non. Réponse politique économique, non. Alors, je m'explique. Est-ce qu'a-t-on besoin de cet oléoduc? Si on regarde les choses, bon, alors les responsables politiques congolais vont vous dire oui, on a besoin de cet oléoduc pour permettre effectivement d'approvisionner Brazzaville en produits pétroliers, effectivement, ou en pétrole raffiné. Bon. Mais dans les faits, euh, le problème qui est posé, c'est un problème plutôt géopolitique pour la Russie. Car cet oléoduc ne s'arrêtera pas simplement à Maluku. L'objectif, c'est d'aller en République centrafricaine et d'aller, d'une certaine manière, vers une partie de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire Djibouti et l'Éthiopie. Il faut savoir que cet éoléduc, en fait, qui nous est présenté comme un éoléduc valable pour le Congo, ne se traduira pas si vous voulez, en emploi ou en activité économique pour les Congolais. Bien, Alors que il ce y a sont là des éléments souvent présentés, mis au premier en plan par avant, le gouvernement congolais, la création oui, d'emplois, voilà, non, diversification de l'économie. mais non, 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 Christian, mais non, Christian. Alors, cet oléoduc repose sur ce qu'on appelle un BOOT, un type de contrat BOOT, c'est-à-dire Build,
builds, own, operate and transfer. Ça veut dire quoi? Donc, on, on établit, on est propriétaire et on vous transfère le produit après 25 ans d'exploitation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la Russie, pendant 25 ans, va être propriétaire de cette oléoduc sans création d'emploi. Il ne faut pas se tourner, sans création d'emploi. Et ensuite, après, on transférera l'utilisation de cette oléoduc au Congo. Bien. Or, on sait que selon les travaux et les spécialistes, ce fonctionnement de cet oléoduc, mais en fait, ne peut durer que d'une certaine manière autour de 40 ans, 25 ans. Donc, 15 ans après, cet oléoduc ne fonctionnera plus. Pourquoi le Congo le présente ainsi? Comme toujours dans notre pays, puisque nous vivons en fait euh, accrochés au, accrochés à quoi? Accrochés à l'aide extérieure. On présente ceci comme étant une réussite économique nationale, ce qui est faux. Simplement, c'est qu'on permet en fait à la Russie de remettre un pied en Afrique centrale et on permet à la Russie en fait d'exister dans ce lieu, dans, comment dirais-je, dans ce monde multipolaire qui est formé, comme vous le voyez très bien aujourd'hui, par la bataille en fait entre les grandes puissances, la Russie, la Chine et la Russie, la Chine, bien entendu, les États-Unis et le monde européen. Donc, euh, c'est une façon pour le président Sassou de montrer en fait que le Congo a des partenaires et que le Congo existe. Alors, c'est très important, Christian. Oui. Ce que l'opposition n'arrive pas à, l'opposition congolaise n'arrive pas à comprendre. La stabilité du gouvernement congolais, du gouvernement, du régime du président Sassou, dépend essentiellement de l'extérieur. En affirmant, en permettant cet oléoduc, en fait, le président Sassou envoie un signal fort à, à la fois aux nationaux, donc que nous, aux nationaux congolais et à l'extérieur, que le Congo existe. Et tant que le pouvoir congolais sera en fait soutenu par des projets économiques, par des projets financiers, par l'aide extérieure de l'extérieur, le gouvernement du président Sassou sera considéré comme légitime. Et c'est ça que l'opposition Oui, n'arrive mais pas. Lucien Pambou, pardon, je parle quand même à un économiste. Les projets Oui, dont vous parlez là, c'est des projets qui n'ont jamais profité au peuple congolais depuis bien sûr les décennies, hein. Nous pourrons remonter le temps depuis les indépendances. Jusqu'au moment où Denis Sassou Nguesso arrive, le Congo vivait mieux et respirait mieux. Mais dès que Sassou Nguesso s'est installé, nous savons ce qu'est devenu le Congo. Et donc, on a beau présenter ces projets-là comme pour, voilà, redynamiser l'économie congolaise, mais ça n'a jamais, jamais profité au peuple congolais. Et tout à l'heure, vous parliez du retour de la Russie en Afrique, bon, certainement en Afrique centrale, avec bien sûr ce projet oléoduc. Mais je voulais savoir avec vous, parce que nous savons qui est Denis Sassou Nguesso, ça n'échappe à personne, c'est un, un pilier de la France-Afrique. Il est au pouvoir grâce, bien entendu, à ce système mafieux de la France-Afrique, on peut le démontrer. Et le partenaire traditionnel, j'allais dire historique, du Congo, c'est bien la France. Le fait de se tourner vers la Russie, et lorsqu'on sait actuellement les relations tendues entre la France et la Russie, est-ce qu'on peut parler là d'une ambition, j'allais dire, de vouloir s'affranchir de la France-Afrique, c'est ça? alors, question d'abord, je réponds à votre interrogation, la première. Il ne se passera rien en termes d'emploi, en termes d'économie, avec cette Hollywood. Il faut le dire, parce que les Russes vont l'exploiter uniquement à leur propre fin et je dirais, les populations
congolaises n'en bénéficieront jamais en termes de retombées d'emploi ou de formation. Bien. Par rapport à la deuxième question que vous posez, euh, la, le Congo est en train, effectivement, aujourd'hui, de mettre en place je dirais, une diplomatie pragmatique qui est fondée sur euh, la mise en place de ce que j'appellerais les équilibres entre les grandes nations. La France, le Congo, pardon, ne peut pas tourner le dos à la France-Afrique parce qu'elle sait très bien, et le président Sassou sait très bien, que tourner le dos à la France, ce serait précipiter son départ du pouvoir politique. En revanche, le président Sassou, malin comme un serpent, donc essaie donc de se rapprocher de la Russie pour bien montrer quelque part, en effet, à la France qu'elle n'est pas toute seule. C'est un élément de négociation. Mais ça ne veut pas dire que le président Sassou euh, quitte la France-Afrique. Pas du tout. Mais que le président Sassou dit simplement, en faisant ce qu'il fait, que la France n'est plus le partenaire idoine. D'ailleurs, si vous regardez la politique aujourd'hui étrangère et la diplomatie du Congo, elle s'ouvre à d'autres pays comme c'est les pays du Golfe, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Brésil, la Malaisie, simplement pour essayer d'établir une espèce d'équilibre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour le président Sassou, cette répartition multipolaire de sa politique, c'est en fait une espèce de certificat de survie qui lui permet en fait de continuer à exister, même si sur le plan national, cela ne va pas. Cela ne va pas, on sait très bien les problèmes Christian, les problèmes de l'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de la pauvreté, le problème d'emploi. Mais tous ces éléments, vous voyez très bien, euh, que tous ces éléments sont connus de la communauté internationale. Et pourtant, cette communauté internationale ne bouge quasiment pas parce que le président Sassou, intelligemment, met en place une stratégie de politique étrangère qui vise en fait à apporter quelque part une espèce de satisfecit à sa politique étrangère. Donc, c'est une façon de faire, c'est une façon de procéder, et donc on s'aperçoit pardon que le président Sassou, sur un certain nombre de sujets, le climat, euh, les médiations en Afrique, jouent un rôle important. Alors que, au plan national, rien ne va. Mais c'est pas ça le véritable problème pour, je dirais, les opérateurs économiques étrangers. Les opérateurs économiques étrangers ont besoin de quoi? Ont besoin de la stabilité. Et pour eux, malgré les difficultés des populations congolaises, le président Sassou apporte cette stabilité. Et donc, ils peuvent continuer à faire les affaires. C'est difficile à accepter, mais c'est ainsi. Et je dirais, pour l'opposition, ça va être très difficile parce que il faut savoir, quelque part, négocier avec ce que j'appellerais l'appareil extérieur, c'est-à-dire international, des pays occidentaux, pour leur faire comprendre qu'il y a une alternative qui peut, en fait, quelque part, être analysée à partir de leur action. Mais sauf que le président Sassou donne l'impression d'avoir tout cadenassé. Ils donnent l'impression d'avoir tout cadenassé, mais on se rend bien compte que, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, c'est un régime qui ne travaille pas pour le Congo, ni pour les Congolais, sinon pour d'autres partenaires, et on va chercher à le savoir tout à l'heure. Mais je reste un peu sur, évidemment, ce voyage, la priorité qui a été donc réservée à la Russie, et dans le même temps, il se tourne vers le FMI. Alors, On attendait plutôt qu'il demande à la Russie de l'aider, pourquoi pas, financièrement, économiquement, mais dans le même temps, il se tourne vers le
FMI. Et donc là, on a l'impression qu'il est sur les deux pôles. Oui, Christian, vous avez parfaitement raison. L'analyse ou la remarque que vous faites est parfaitement acceptable, mais elle n'est pas contradictoire. La relation avec la Russie est une relation qui est fondée sur des problèmes sécuritaires, militaires, politiques, énergétiques. La Russie La conservation du pouvoir, c'est et ça? la conservation du pouvoir. On est bien d'accord là-dessus, oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez, on n'a pas encore l'Afrique au Congo, mais vous avez en effet des missions militaires russes qui, depuis 2019-2020, effectivement, jouent un rôle très important dans la formation de la marine congolaise, de ce qui peut exister, de ce qu'on peut appeler la marine congolaise, mais vous avez surtout la formation, en fait, des militaires congolais par un certain nombre d'instructeurs russes. Bien, on n'a pas encore l'African, mais il y a des négociations, d'une certaine manière, au nom de la sécurité ou de la sécurisation du régime, okay, donc ce qui explique la présence de la Russie de manière forte. Mais sauf que la Russie, à la différence de la Chine, ne prête pas d'argent. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors, peut-être qu'avec l'arrivée de Lukoil, donc, qui est une entreprise russe d'exploitation de pétrole, qui existe déjà au Congo, qui a des participations avec Eni autour de 25%, et qui, en devenant producteur de pétrole, pourra peut-être servir, si vous voulez, de caisse ou de réservoir donc d'argent pour le Congo. Mais on n'en est pas encore là. Alors, donc, on voit bien que sur le plan euh, économique, sur le plan financier, la Russie ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de prêt souverain de la Russie vis-à-vis du Congo. En revanche, et donc, non, en revanche, le Fonds monétaire international joue un rôle important. Alors, il faut quand même se souvenir que le Congo a levé des fonds importants sur les marchés, d'abord les marchés, je dirais, financiers dits privés de Londres, et a anticipé une partie de remboursement des fonds qu'il a levés, ce qui lui ouvre la fenêtre vers le Fonds monétaire international. Alors, il n'y a pas de contradiction. Simplement, c'est qu'il y a une espèce de tour de passe-passe et en fait, quelque chose qui n'est pas dit, c'est que la dette devient aujourd'hui au Congo un instrument de pilotage de l'économie. Cet instrument de pilotage de l'économie est lié au fait simplement que nous sommes incapables, un, de produire effectivement, d'exporter, deuxièmement, et nous sommes incapables, en fait, quelque part, de rassembler des ressources en nom propre. C'est pour ça que nous allons effectivement vers le Fonds monétaire international. On aurait pu se diriger aussi vers la Chine. Mais le problème avec la Chine, c'est le premier créancier du Congo et ça pose un problème. Les Chinois, bon, ben, quelque part, disent en effet, faites des efforts de réforme tout en filant l'image en fait du Fonds monétaire international et attendent en effet les décisions du Fonds monétaire international pour pouvoir se décider. Donc, nous sommes en fait dans une situation économique grave. Cette situation économique grave qui fait que bah, la dette devient un outil de pilotage. Alors, la question avec le Fonds monétaire international, c'est de savoir est-ce que nous allons avoir accès aux ressources ou pas. Bon, le Congo, en anticipant quelque part le remboursement de sa dette, a voulu montrer que le Congo avait bien compris les interrogations ou simplement les exigences du Fonds monétaire international en matière de réforme. Bon, sauf que si vous regardez dans le fond, eh ben, diversification de l'économie, c'est nul.
Oui, pardon, Lucien, tout à l'heure, vous avez dit que le Congo est dans une situation grave, une situation économique et financière grave, et ce n'est pas d'hier d'ailleurs, hein. C'est depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, par la force des armes, depuis près de 30 ans, le Congo est dans un cycle de surendettement chronique. C'est ça la vérité pour un petit pays de 6 millions d'habitants lorsqu'on exagère, avec d'énormes ressources naturelles, exploitées, gaz, pétrole, bois, on peut en citer comme ça des minerais. Qu'est-ce qui peut expliquer ce cycle de surendettement chronique et pourquoi on se retrouve avec une population, mais des plus pauvres de la planète? Ben, le surendettement est expliqué simplement par des faits connus de tous. Bon, à la fois donc la mauvaise ou la malgouvernance, donc économique et financière, premièrement. Vous avez aussi la corruption, vous avez aussi des mauvais choix économiques qui sont faits, et puis vous avez cette partie de cette dette cachée, en fait, au Congo, qui fait que on a du mal, en fait, à expliquer pourquoi, non, à comprendre plutôt, et pourquoi nous sommes dans cette situation. Bien. Et pourtant, comme vous l'avez dit, Christian, donc on a une population qui est relativement faible. Bon, vous voyez, 6 millions, je dirais, c'est même pas la population de Kinshasa, vous voyez, à 6 millions, donc où il y a 21 millions à Kinshasa. Et donc, euh, cette, euh, cette façon de diriger le pays est liée en fait à une conception du pouvoir et de l'analyse politique qui fait que, eh ben, euh, nous avons des ressources, mais ces ressources, en effet, quelque part, sont spoliées et détenues par les différents pays ou différentes compagnies étrangères. Si vous regardez par exemple le pétrole, dans le pétrole, la plupart des compagnies étrangères se taillent la paille du lion par rapport à nous. Et pourtant, il y a des accords de partage de production. Mais nous acceptons volontairement d'être en servitude et en esclavage monétaire et financière, en acceptant de donner la plus grosse part, bien entendu, à qui? Aux compagnies étrangères. Vous avez aussi le fait que il y a de la corruption et de la fraude qui ne sont jamais d'une certaine manière sanctionnées. On a un discours au Congo sur la lutte contre la fraude, la lutte contre les corrupteurs. D'ailleurs, le président de la République lui-même a dit, en effet, au cours de ces différents meetings, qu'il fallait lutter contre les fraudeurs, les corrupteurs et les voleurs, mais ceux-ci ne sont que des éléments de discours et non pas des éléments pratiques. Pourquoi? Ben, parce que nous sommes dans un état patrimonial et de rente pétrolière. Je m'explique. Le Congo, en fait, s'appuie sur le pétrole pour obtenir les ressources les plus importantes pour le fonctionnement de l'économie. 80% quasiment des recettes. Bien. Sauf que une partie, effectivement, de ces ressources pétrolières sont captées par quoi? Mais par le clientélisme, capté euh, la, par les hommes qui sont au pouvoir et qui volontairement en fait font échapper les éléments, les résultats d'exportation, les résultats effectivement liés au pétrole et qui devraient normalement servir au trésor public. Bien, cette rente pétrolière et patrimoine fait que, bah, pour certains, le pétrole, le Congo, bah, ça leur appartient. Donc, on voit bien la difficulté, en fait, qu'il y a à développer une économie réelle à partir des ressources qui sont liées au pétrole. Ça, c'est un premier point. Vous avez l'autre point. Aujourd'hui, on nous parle de, en fait, développer l'économie forestière, de développer l'économie forestière et développer les mines. Bien, là aussi, on a bien peur que une partie
de ces ressources-là, financières-là, produites dans ces domaines-là, eh ben, aillent vers un clientélisme et n'aillent pas vers le fond. Et après, les Congolais s'étonnent qu'ils n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'entreprise. Simplement parce qu'il y a dans notre pays, et ça, je pense que les choses sont là pour le dire, une espèce d'acceptation collective, en fait, de ce qu'il se passe. Cette acceptation collective fait que, bon, écoutez, euh, puisqu'il y a une exploitation euh, anormale des recettes de l'État, eh ben, laissons faire les choses. Comme j'ai un frère ou une sœur qui est au gouvernement, je peux peut-être en profiter. Donc, nous sommes là dans Oui, mais un pardon, débat moral. Lucien Abambo, tout à l'heure vous avez insisté sur l'économie, c'est le cas de vous poser évidemment le moment plutôt de vous poser cette question. Si le Congo a vraiment une économie, quel est donc c'est quoi le système économique du Congo? Mais avant de répondre, je souhaiterais plutôt comprendre avec vous, lorsque le FMI vient en aide à un pays comme le Congo, est-ce qu'il n'y a pas des exigences, par exemple, de bonne gouvernance qui pouvaient acter évidemment l'aide du FMI? Parce vous avez même parlé de la lutte contre la corruption au Congo. Il y a toute une institution qui a été mise en place. Mais les faits sur le terrain sont bien, voilà, contraires de ce qu'on nous dit, des discours qu'on nous tient. Et nous savons qu'au Congo, c'est des milliards qui sont dilapidés presque tous les jours. Personne n'est interpellé. C'est dans ce pays qu'on a dilapidé 14 000 milliards de francs CFA, donc l'équivalent de 26 milliards de dollars américains, l'équivalent, dirais-je, de 7 ans budgétaires du Congo. Personne n'a été interpellé pour cela. Et nous constatons également que dans ce même pays, tous les revenus du pétrole, du bois, des minerais n'arrivent jamais au trésor public. Jamais au trésor public. C'est dans des comptes privés à l'étranger. Et ces comptes sont connus. Dans le même temps, le FMI continue à venir en aide à un tel système. Est-ce que je vais comprendre par là que le FMI fonctionne comme un croque-mort, c'est-à-dire plus le pays va très mal, plus il est très mal géré, je prends ici le cas du Congo, et mieux cela arrangerait le FMI. Alors, Christian, oui, vous mettez là le doigt sur un problème récurrent et permanent du rôle du FMI dans la plupart des pays en voie de développement, surtout les pays africains et les pays de l'Afrique centrale. En effet, il y a une espèce de duplicité entre ces organisations internationales et les gouvernants et les gouvernements en place dans les pays africains. Alors, d'où vient la duplicité? La duplicité vient du fait que le Fonds monétaire international essaie d'apparaître comme une organisation au fait, effectivement, des réformes, de la bonne gestion, de la bonne gouvernance. Ça, c'est ce que j'appellerais l'énoncé des principes. Mais dans les aspects pratiques, il y a ce que j'appellerais des accommodements. Ces accommodements sont liés au fait que la plupart des gouvernants qui sont ou des gouvernements qui sont concernés par ces problèmes-là et que le Fonds monétaire indexe jouent de l'accommodation et de la politique de communication auprès du Fonds monétaire international, ce qui donc laisse au Fonds monétaire international une forme de souplesse. Ça veut dire, en traduisant les choses de façon très brutale, bon, on va venir vous aider, bon, allez, vous avez fait des efforts, on comprend, on va vous accorder des crédits, mais essayez quand même, dans le même temps, de faire des réformes en matière de management, de gestion et de gouvernance. Nous sommes dans une duplicité, dans une communication de duplicité. Pourquoi c'est ainsi? Simplement parce que le Fonds monétaire international n'a pas envie, malgré les beaux discours, de voir ces pays-là, en effet, comment dirais-je, adopter des bonnes pratiques de gestion et de gouvernance.
Pourquoi? La raison est très simple. Tant que ces pays-là seront dans des pratiques de gouvernance, de mauvaise gouvernance, pardon, et de mauvaise gestion, ben on les dominera un peu plus. Et on permettra aux entreprises occidentales d'avoir la mainmise et de pouvoir négocier. Bien. Alors, la question, en fait, centrale, est-ce que les pays concernés peuvent résister? Non, Christian, pourquoi? Mais parce que la problématique de la production des richesses n'existe pas dans notre pays. Ce qui est important dans notre pays, en fait, c'est on importe, on consomme, on est dépendant et on rembourse. Et donc, voilà, en fait. Donc, En cette sorte, question de la on fait du surplace. Mais je voudrais aussi savoir si réellement, en Afrique francophone, hein, je préfère me limiter en Afrique bien francophone, sûr. y a-t-il des exemples des pays qui ont pu redresser leur économie avec l'aide du FMI? Alors, si on, euh, alors, si vous prenez des pays comme On le parle de la Gabon, Côte d'Ivoire, bah, la vous avez RDC la à Côte côté de d'Ivoire. nous. Oui, bien sûr, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire qui font des efforts assez importants, assez intéressants pour essayer de redresser. Mais c'est pas le problème du FMI, Christian. C'est le problème de la gouvernance et le problème des dirigeants politiques et le problème de la connaissance de la chose économique par les dirigeants politiques. C'est pas le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international vient, si vous voulez, en aide, en, quelque part en aide pour, en fait, vous alléger, par exemple, le fardeau de la dette. Mais le Fonds Oui, mais monétaire pardon, Lucien, ne gère pas de vous interrompre comme ça, mais une aide qui ne peut pas aider n'est plus une aide. C'est ça le problème, en fait. Et mais ça, oui, ça me rappelle un peu, ça me fait penser à l'aide aux pays en développement. On nous a oui, toujours parlé de cette aide, mais qui, en réalité, n'a jamais aidé les pays qui en oui, bénéficient. pourquoi? Oui, mais pourquoi, Christian? Mais la réponse est simple. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Je suis désolé de le dire comme ça. Nous avons les dirigeants que nous méritons simplement parce que la chose économique est complètement réservée à l'élite. Les partis d'opposition dans la plupart de nos pays ne traitent pas de ces questions-là, qui sont Oui, des mais parce questions que ces partis n'ont fondamentales. pas voix au chapitre. Ces partis ne sont pas écoutés malgré la demande parfois de vouloir s'impliquer dans la gestion de nos pays. Ces régimes ne veulent rien savoir. Ça aussi, c'est un problème. Et là, il faut signaler que dans la plupart des cas, ce sont des régimes imposés par ce même système qui Ben, contrôle le FMI. vous avez la réponse aux questions que vous posez, Christian. J'ai même pas besoin de vous donner effectivement des explications. Vous avez les réponses aux questions que vous posez. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gouvernements qui sont en fait sous domination coloniale. Je dis bien coloniale. Même si nous sommes indépendants, aujourd'hui, on continue à être sous domination coloniale. Et cette domination coloniale ne nous donne pas ou ne donne, il ne s'agit pas ici d'excuser, mais d'expliquer, ne donne pas des marges de manœuvre à ces pays. Et ces pays-là, quand ils reçoivent, par exemple, des ressources de la part du Fonds monétaire international, parce qu'à un moment donné, il faut desserrer effectivement la contrainte financière et monétaire, et bien une partie de cet argent, vous le savez mieux que moi, Christian, okay, va en effet dans les paradis fiscaux ou va vers la comment dire, vers l'évasion fiscale, où en effet fait l'objet de corruption. Donc, on, on est dans une situation difficile. Mais cette situation difficile, elle est liée à quoi? Elle est liée simplement au fait que, eh ben, il n'y a pas de culture politique, démocratique réelle dans nos pays avec des institutions fortes. C'est ça le problème. On nous bassine, pardon de l'expression qui est un peu péjorative, on nous bassine les oreilles avec la démocratie en Afrique, et ceci, et ça. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la plupart de nos responsables politiques utilisent en fait les institutions comme des marqueurs forts pour avoir des prêts, pour avoir des relations
avec les institutions internationales, pour permettre aux institutions internationales d'investir, alors qu'on sait très bien que ces institutions-là ne sont que des morceaux de papier et que dans la réalité, dans la pratique, ça ne fonctionne pas. Parce que si vous regardez par exemple le Congo est considéré par la communauté internationale comme un pays démocratique. Mais quand vous regardez à l'intérieur, un certain nombre d'institutions ne fonctionnent pas. La justice, la démocratie, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc, on est dans un marché de dupes. Et ce marché de dupes-là est quelque part entretenu par les élites dirigeantes qui, absolument, au nom de la prédation et de la patrimonialisation, en fait, veulent garder le pouvoir en complicité avec les, je dirais, les institutions internationales comme le Fonds monétaire international. Même si le Fonds monétaire international nous dit, ben oui, il faut des réformes, etc. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous sommes dans un marché de dupes. Nous sommes dans un marché de dupes, Lucien Pambou. Nous sommes à la fin de cette émission et ça sera probablement la dernière question. C'est l'impression que j'ai, hein. Après, et vous allez me dire si je me trompe. Est-ce qu'on peut penser que finalement nos pays, j'aime bien parler de notre pays, la République du Congo, que j'appelle souvent le Congo-Brazzaville, pour le distinguer bien entendu de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut penser que le Congo est finalement victime d'un complot international? Tout à l'heure, je disais, déjà le régime qui est là, c'est un régime imposé. Cela veut dire que les Congolais ne peuvent jamais demander des comptes à ce régime. Ça, c'est une chose. Et dans le même temps, c'est un régime, et tout le monde le sait désormais, qui travaille pour les intérêts étrangers. C'est beaucoup plus les multinationales qui viennent faire, voilà, mais vraiment du pognon au Congo. Dernièrement, on a entendu comment Total a fait des gros bénéfices, des milliards et des milliards. Et ce n'est pas en France, hein, c'est plutôt, voilà, en Afrique. Et quand on dit Afrique, parmi ces pays, le Congo. Dans le même temps, le Congo lui-même continue à sombrer dans une crise économique et financière, alors que c'est là que Total vient faire des bénéfices. D'accord? Et vous avez d'autres multinationales, Eni, Wingwa, désormais les Chinois. Et là, nous parlions tout à l'heure de la Russie qui va aussi donc s'implanter avec son projet oléoduc. Toutes ces entreprises, ces multinationales viennent faire du bénéfice au Congo parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent à gagner au Congo. Dans le même temps, les Congolais sont pauvres. Et donc, on comprend très bien que c'est tout un système organisé contre le peuple congolais. Est-ce qu'on peut penser que le Congo est victime d'un complot international? Alors, Christian, je vais vous surprendre. Réponse, non. Le Congo n'est pas victime d'un complot international. Le Congo, c'est la république de ce que j'appelais l'antonomase. J'ai développé un concept sur les sites, sur l'antonomase, en disant que le nom du Congo est remplacé par le nom du Congo est remplacé par l'antonomase Sassou. La République que l'antonomase Sassou-Nguesso, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le président de la République, en effet, quelque part, remplace le Congo et c'est lui qui dirige Donc on complètement. pouvait appeler ça la République de Sassou. Oui, bien sûr, c'est la République antonomasique sassouien. Cette République antonomasique sassouien est fondée sur l'idée que euh, nous avons affaire à un seul homme qui décide quelque part. Bon, les articles 89 et 91 de la Constitution lui permettent de décider la politique étrangère, mais quelque part, vous voyez bien, Christian, il n'y a pas de débat économique, il n'y a pas de débat Oui, politique, mais parce il que n'y a tout est pas. verrouillé, Lucien. Tout Oui, est mais tout est. verrouillé. Politique, Oui, mais c'est économie, ce que tout je. est verrouillé. Mais, mais c'est ce que je dis, justement, Christian, mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a donc pas de complot. Il y a simplement l'idée que, comme on a affaire ici à une république antonomasique, ça se souvient, effectivement, et ben, comme il n'y a pas de débat, et ben, tout dépend et tout vient du président de la République. Donc, ce qui fait que ceux qui parleraient d'un complot international, non, il n'y a pas de complot, il y a une volonté simplement d'une élite politique autour de l'antonomase, en fait, de diriger le pays pour eux et non pas
pour les populations. Il faut le dire. Je veux dire que le problème de l'eau, de l'électricité, excusez-moi, Christian, quelque part, effectivement, en tant que citoyen, c'est un problème, mais pas pour l'élite. Donc, il n'y a Oui, mais pas. pardon, Lucien, nous sommes quand même Oui, face à un régime, et j'aime bien à le rappeler, et tous les Congolais le savent, qui a été imposé par la France. oui, Quand on parle de la France-Afrique, c'est un euphémisme. C'est la France qui a imposé ce régime en 1997 par un coup d'État sanglant. Plus de 400 000 Congolais ont péri pour ce coup d'État-là. Et à quel moment? Au moment où le Congo démarrait un nouveau cycle politique, démocratique, avec un président élu démocratiquement. Donc, ce complot, ce coup d'État organisé, je ne reviens pas là-dessus, ça a été reconnu, vous pouvez lire, comment on appelle ça, le canard enchaîné, il y a bien d'autres sources qui démontrent que c'est un coup qui avait été préparé par Elf, devenu Total. Et d'ailleurs, il y a une déclaration que Loïc Lefroy-Prigent qui disait que c'est Elf qui dirige le Congo. Ça veut dire que Elf devenu Total, c'est Total qui continue à diriger le Congo. oui, mais je vous Les réponds, Congolais Christian. ont pu se débarrasser d'un régime pendant la conférence nationale. C'est bien Denis Sassou Nguesso qui était là. On retombe dans les mêmes crises, les mêmes éléments, comme qui dirait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Malheureusement, quand les Congolais ont décidé de déposer Denis Sassou Nguesso, voilà, ce système dont je vous parle, là, le système international, est venu replacer Denis Sassou Nguesso par la force des armes, avec des armées étrangères, 5 armées étrangères, des mercenaires étrangers. Donc, les Congolais étaient pris en tenaille. En fait, le Congo avait été envahi. Ils ont imposé un monsieur qui est là, Denis Sassou Nguesso, et qui s'y maintient par coup d'État permanent. Voilà ce que j'appelle par le système international. Ce monsieur qui travaille très mal, incompétent, qui n'a pu rien faire depuis qu'il est revenu, les Congolais n'arrivent pas à le déloger et quand ils veulent le faire, c'est toujours, ça n'engage que moi, c'est la France qui l'impose, qui le soutient. Et là, on a vu encore dernièrement ce qui se passe. Voilà un monsieur comme ça qui ne peut pas rendre compte à sa population. À quel moment le Congo ou les Congolais seraient-ils responsables de ce qui se passe? Dès lors que le monsieur qui est là se maintient par les armes, on ne peut pas lui demander des comptes. Il est toujours soutenu par la France et désormais par la Chine, la Russie, tous ses partenaires. En quoi le peuple congolais est-il responsable de cela? Le Sinon, Congo, quelle alternative? les Congolais, Christian, ne sont pas responsables. Euh, vous l'avez dit de façon euh, très affirmée, les Congolais subissent. Ils subissent quoi? Ils subissent une stratégie de politique étrangère du président congolais, le président Sassou, que j'ai qualifié d'antholomas, puisqu'il remplace quasiment dans la tête des gens le Congo et dans la tête de la communauté internationale le Congo, Sassou étant égal le Congo. Les Congolais ne sont pas responsables, ils subissent simplement le poids d'une stratégie qui est simplement affirmée par le président Sassou, qui vise en fait à favoriser, vous l'avez dit, l'arrivée, le dépeçage en fait du Congo par les compagnies multinationales. Bien. À partir du moment où ces compagnies multinationales viennent et dépêchent le Congo au nom de la stabilité que leur donne l'antonomase, comment voulez-vous, en effet, que le président Sassou, en effet, à un moment donné, dit, voilà, je vais partir, je vais quitter le pouvoir. La question que vous posez, est-ce que l'alternance est possible au Congo dans les conditions actuelles? Maintenant, difficile. Pourquoi? Mais pour des raisons simples, Christian. Ces raisons simples font que il n'y a pas de complot, il y a une volonté de donner en fait euh, de la visibilité de la politique étrangère, de la fausse stabilité du régime interne, en faisant appel, en disant aux pays, en fait, en disant aux compagnies étrangères, venez nous aider pour nous développer. Alors c'est faux, parce qu'il y a de la stabilité au Congo. Alors, ça c'est la première possibilité. Cette impossibilité. Est-ce qu'on peut rester comme ça?
c'est là, merci Christian de le dire, là, un élément de réflexion, en fait, au parti d'opposition. Comment organiser une réflexion pour l'alternative de demain, sachant que, en effet, euh, la plupart des compagnies internationales, je suis désolé de le dire comme je le dis et comme je le pense, n'ont rien à faire du Congo, n'ont rien à faire des oppositions. Ce qui les intéresse, c'est le business. Et le Oui, business, le business n'a pas de morale, ça je le sais, évidemment. il n'y Il y a a pas pas de de... morale. Et ce qui les intéresse, c'est que ce business-là, pour eux, leur est rendu possible et facile par l'antonoma Sassou au Congo, qui est le vecteur, qui pour eux, le vecteur de la paix et de la sécurité. C'est vrai pour ces compagnies étrangères, La mais paix, la alors, sécurité, la paix, la sécurité pour qui? Pour les Congolais ou pour ah, mais ces pour ces multinationales? multinationales, pour les multinationales, Christian, mais pour les Congolais, on sait bien ce qu'il en est, à savoir que ce n'est pas le cas. Et quelle alternative, Lucien Pomboué, on va terminer par là. Oui, mais l'alternative, c'est quoi? Alors, je ne suis pas un homme politique. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à la chose politique de son pays. Ce que je demande simplement aux opposants, c'est d'avoir une lecture factuelle de la situation politique au Congo et de s'entendre entre eux pour être une alternative politique de rechange. Cette alternative politique de rechange, donc, ça veut dire, un, ne pas simplement s'arrêter aux problématiques de l'eau, de l'électricité, qui sont importantes, questions, qui sont importantes, bien sûr, l'eau, l'électricité, mais comment on change la vie au Congo, comment on change les institutions, comment on entreprend le vivre ensemble réel et non pas factice. Ça veut dire que les opposants, en fait, euh, au régime de Sassou se mettent d'accord sur la méthode et la façon de construire les thèmes. Or, quand on regarde aujourd'hui, il y a une espèce de dispersion. Regardez ce qui se passe. On nous avait parlé dans l'opposition d'une transition réparatrice, d'une transition d'un dialogue national. Où en est-on, Christian? Où en est-on? Je suis désolé Oui, mais d'être un peu... est-ce qu'on peut parler d'une opposition dans un système totalitaire? Est-ce que Oui, c'est- oui, Christian, vous avez parfaitement raison. Est-ce qu'on peut parler d'une opposition? Alors, la question, j'ai envie de vous la retourner. Si on ne peut pas parler d'une opposition dans un système totalitaire, que fait-on? Que fait-on alors? Est-ce qu'on se contente simplement de revendiquer, sachant que le système va continuer, ou bien est-ce qu'on s'organise méthodiquement et autrement? C'est ça la question. N'oubliez pas que ce que je vous ai dit, le fil de notre conversation, Christian, le président Sassou s'appuie sur l'international pour donner l'impression que le Congo est stable. Et donc, pour en fait dire aux étrangers, aux compagnies et aux pays étrangers, écoutez, je suis l'homme idoine, je suis votre homme, il n'y a pas d'autre alternative que moi. Que l'opposition s'appuie justement sur cet élément-là pour voir comment mettre en place des éléments de réponse. Voilà. Donc, euh, très bien, on peut, Christian, en fait, critiquer le président Sassou, et on est en droit de le critiquer. On est en droit de le critiquer. Mais si on passe son temps simplement à le critiquer pour le critiquer, et puis en disant, tiens, 2027 arrive, on va faire une liste, etc., pour se présenter aux élections législatives, tout le monde sait très bien que les élections législatives n'impactent pas la gouvernance de l'État congolais. On est bien d'accord là-dessus. Donc, il y a là, à mon avis, une réflexion à faire. Or, excusez-moi de vous dire, Christian, regardez l'opposition ou les oppositions aujourd'hui en France, elles sont éclatées, elles sont égotistes, chacun parle dans son coin, etc. Eh bien, c'est bien de dénoncer ça. Mais bien sûr, il faut le dénoncer. Bien sûr, il faut critiquer ça. Bien sûr, il faut. Mais encore faut-il une méthode et une méthode qui permette une culture politique à la population. Or, cette culture politique, bien entendu, je suis désolé, l'opposition en fait.
effectivement, ne la consommez pas. Vous avez insisté sur la fermeture du régime, mais bien sûr, c'est son objectif, le gouvernement, c'est de fermer, de verrouiller à l'intérieur, tout en donnant des images de transparence à l'étranger pour permettre aux entreprises de venir investir. Mais que les opposants réfléchissent méthodiquement, sortent de leur égotisme, de leur égoïsme, de leur égocentrisme et mettent sur la table des problématiques qui permettent progressivement je dis bien progressivement, de conscientiser effectivement la population. Ça va pas rester éternellement au pouvoir. Bon, mais si il ne va pas rester éternellement au pouvoir, si l'opposition ne Oui, joue mais pas sur... en attendant, il est encore là, il va continuer à faire des victimes. Mais oui, bien sûr. Ça me rappelle un peu l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 1793. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus légitime des droits et le plus indispensable de devoirs. Dit Je cet suis article, d'accord, c'est juste un rappel. je suis Alors, d'accord avec vos questions. Je suis d'accord avec vos questions, mais le problème, c'est l'organisation de cette insurrection. Qui, comment, dans quelle modalité on organise cette insurrection? C'est ça le problème, Christian. On est là dans un vide. Merci, Christian, de le rappeler. Cet élément important, fondamental. Merci, Christian. Mais en fait, les différents opposants, les différents membres de l'opposition politique. Moi, je suis pas un opposant politique, je suis un simple, si vous voulez, comment dire, un simple sachant qui s'intéresse à la politique de son pays. Donc, je mets sur la table un certain nombre de préconisations, mais ces préconisations ne sont pas forcément des solutions, des remèdes. Et en revanche, je peux m'interroger sur la méthode des opposants. oui, mais les C'est Congolais seront très heureux de savoir que vous pouvez contribuer à les informer et pourquoi pas tout à fait, sensibiliser. Comme on est en train de le faire, tout c'est à fait, aussi là votre contribution, pourquoi pas. tout à fait, Christian, vous avez Merci parfaitement raison. Lucien Pambou. Merci en tout cas d'avoir participé à ce numéro. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce droit de savoir. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, des petits gestes qui comptent pour nous. Aidez-nous donc à parfaire notre référencement sur les plateformes que nous utilisons pour communiquer. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.